Merci à tous d'être venus aussi nombreux à la conférence dispensée par Madame Astor, professeure de droit public, a été une conférence. À d'emblée comme ça. Merci, cher Hugo. Donc, tous mes remerciements vont à l'organisateur de la conférence, Hugo, pour le compte de la Corpo Arsenal. Et remerciements très appuyés à Yanis Vassiliadis. Donc, en principe, si tout marche, ce sera la première fois dans l'histoire de ma carrière. Mais si je ne vous inflige pas des va-et-vient entre les slides, YouTube, les publicités pour les soutiens-gorge aérodynamiques, voire plus gênant, ça m'est arrivé, c'est juste grâce à lui, on va voir, mais a priori, ça peut bien partir. Alors, en plus, c'est avec émotion que je revois cet amphi, parce qu'il y a 2 ans, c'était vous, non? Ou un autre syndicat, c'était vous. Vous m'aviez invité pour commenter en direct les élections. Et donc, à l'époque, je manifestais ma crainte de voir Donald Trump élu, notamment pour la répercussion sur les nominations à la Cour suprême des États-Unis. Bon, ben, je vais peut-être avoir un peu plus de chance aujourd'hui, mais en fait, non, mais vous allez voir, c'est pas complètement un idéal à atteindre, la destitution de Trump, de mon point de vue, loin de là, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme tout juriste, j'ai un plan, une problématique, et une phrase d'attaque. Et en guise de phrase d'attaque, j'ai choisi un clic d'attaque. Donc, bon, je ne me suis pas présentée parce que, pour emprunter une image footballistique, je joue un peu à domicile devant mes étudiants. Donc, ceux qui me connaissent bien connaissent mon intérêt pour une certaine musique. Donc, si tout marche, grâce à Yanis, je devrais arriver à vous passer ceci. C'est un peu long, mais prenez le temps d'écouter et après je vous demanderai pourquoi d'après vous je vous passe ceci. C'est pas trop lumineux?
qui est consacré à ça. Alors, petite parenthèse, c'est très intéressant parce que le mouvement des protestants n'est plus très en vogue. C'était la chanson protestataire américaine. L'âge d'or, c'est plutôt la guerre du Vietnam, par exemple. Il a un peu moins, mais quand même la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a eu la guerre contre le terrorisme, quand même, qui a, pas énormément, mais enfin quand même redonné envie à certains artistes de la dénoncer. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite. C'est un chef-d'œuvre absolu parce que le titre, pour ceux qui vraiment ne comprennent pas l'anglais, surtout quand il est chanté, Let's impeach the president, ça veut dire empêchons, je reprends volontairement un barbarisme, c'est-à-dire déclenchons une procédure d'impeachment à l'encontre de Bush. Et vous avez compris qu'il y avait un cœur et que dès qu'il disait quelque chose, le cœur crie c'est faux, il ment, etc. Donc, petite question, pourquoi c'est ma phrase d'attaque d'après vous? Ah oui, parce que l'impeachment, d'accord, mais parce que, d'après vous, est-ce que George W. Bush, comme vous le savez, donc il a déclaré la guerre à la terreur, à la peur, hein, même pas un ennemi précisément identifié, guerre à laquelle la France, grâce à Jacques Chirac, n'a pas pris part, en précisant, mais nous n'avons pas la preuve qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. Et George Bush, comme vous l'avez vu dans ce clip, très souvent a pris la parole pour dire oui, j'ai la preuve qu'il y en a. D'où les super pouvoirs aussi donnés à la NSA, l'agence National Security Agency, avec cette masse, c'est-à-dire une surveillance de masse, etc. Pourquoi je vous passe d'après vous? Est-ce que vous savez, de mémoire, de connaissance, par votre culture, si un impeachment a été seulement déclenché à l'encontre de George W. Bush? Rien du tout. Et c'est assez amusant pour moi de commencer par ça, parce que j'estime, vu la connaissance que j'ai de l'histoire américaine et du système constitutionnel américain, que s'il y en a bien un envers lequel il y avait des vrais motifs de droit pénal pour que soit déclenché l'impeachment, c'est lui. Et pourtant, il n'y a pas du tout eu. Alors pourquoi? C'est le contexte des attaques post-11 septembre où les États-Unis étaient réellement traumatisés et où personne, même pas du côté des démocrates, sauf 2 ou 3 héros, osait manifester un scepticisme à l'égard de la réaction, notamment juridique et aussi guerrière après le 11 septembre. Donc c'est la raison pour laquelle rien n'a été déclenché. Donc Bill Clinton a failli tomber, bon, pour une histoire de relations sexuelles quand même consenties, à la base, je vais y venir. George Bush n'a jamais été inquiété. Bon, ça c'était pour commencer de manière intéressante, puisque vous l'avez compris, la problématique, c'est de se demander si l'impeachment est une destitution pour motif politique ou pour motif pénal, et je vais y venir. Alors il faut tout de suite, sans faire de teasing, dire que quelle que soit l'issue, dans tous les cas, Donald Trump aura été seulement le 4e de l'histoire des États-Unis à être inquiété par cette procédure très infamante, et seulement le 3e pour lequel la Chambre des représentants, qui est la chambre basse du Congrès, a voté la mise en accusation, quelle que soit l'issue. Autre chose que mes étudiants, notamment en première année, j'en vois ici nombreux, parfois ont du mal à comprendre, le président des États-Unis n'est que responsable pénalement. Il ne l'est pas politiquement, d'accord? Comme le président de la République française par ailleurs. D'accord? Donc il ne peut tomber, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pour vous faire comprendre, que pour des motifs de droit pénal. Donc tous les tweets injurieux de Trump, grossiers, et je sais que parmi la jeunesse en général, vraiment, vous avez beaucoup de mal avec ce personnage, pas besoin d'avoir 18 ans, je vous rassure. Même ces échanges avec la Corée, on se demandait à peu près l'année dernière tous les matins si on n'allait pas se prendre une bombe nucléaire sur la tête, tout ça ne seront jamais de nature à déclencher un impeachment juridiquement. D'accord? Il faut qu'il y ait des motifs de droit pénal, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, tout comme je vais vous expliquer en m'aidant l'histoire, qu'en réalité, précisément, le pouvoir législatif a souvent utilisé l'impeachment pour faire tomber le politique. D'accord? Donc, vous comprenez, c'est une sorte de paravent pour cacher en fait autre chose. Alors, tout aurait dû venir de lui. Ce charmant monsieur, très distingué, est un très grand juge américain, le procureur Mueller. Au début, je vais vous faire après l'historique de toutes les affaires qui ont encerclé Donald Trump, mais très rapidement, il a été décidé, après le limogeage du directeur du FBI, enfin tout ça est digne d'un James Bond à côté, c'est un petit débutant, a été décidé de nommer un procureur spécial, on ne dit plus indépendant depuis justement le Watergate, j'y reviendrai, le procureur Mueller. Et là, pour ceux qui suivent Trump, moi j'ai arrêté parce que vraiment au réveil ça donnait palpitations, vous savez, décalage horaire faisant, vous réveillez avec le café, vous avez 20 tweets de Trump, un peu comme une sorte de harcèlement indirect, c'est très insupportable. Et donc vraiment il n'a pas arrêté de dire que c'était un escroc, qu'il voulait sa peau, enfin tout ça était extrêmement violent. Et quand même, le problème, si vous voulez, c'est que beaucoup d'affaires pénales, énormément entourent Trump. J'ai même écrit un article rien que là-dessus, sur les affaires de droit pénal qui l'entourent. Et malheureusement,
pour ceux, bien sûr, qui espéraient que le rapport Mueller, si vous voulez, aurait la même postérité que le rapport Kenneth Starr. C'est celui qui a failli faire tomber Clinton, je vais y venir tout à l'heure. Ont été très déçus. À commencer par moi, j'ai eu le rapport sur Internet très rapidement, mais tout de même, quand on aime, notamment la traduction, elle est mienne, c'est assez amusant. Je ne sais pas si vous connaissez cette figure stylistique en littérature française qu'on appelle la litote. En général, on vous apprend au collège, va, je ne te hais point. Chimène disant cela à Roderick, qui veut dire dans le Cid, en fait, je t'aime, mais je ne te hais point. Bon, là, c'est un chef-d'œuvre de litote, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Je l'ai traduit plusieurs fois, j'ai fini par dire c'est moi qui traduis mal, et j'ai traduit avec d'autres amis américanistes. Non, c'est vraiment, il dit en gros, j'aurais tellement aimé trouver des preuves, mais il n'y en a pas, mais si j'en avais eu, je l'aurais fait tomber. C'est un petit peu ça, bon je sais pas, alors je sais que le principe de slide, c'est de jamais mettre trop de détails, j'ai toujours pas compris. Ils sont malheureusement un petit peu développés, mais quand même, avouez que c'est assez savoureux. Vous êtes quand même tous des juristes. Par conséquent, si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus. Oui, mais tu dis pas non plus qu'il a commis une infraction. Donc le rapport n'est pas de nature à déclencher l'impeachment. Mais les démocrates s'agitent pendant le même temps et tout va venir de cette femme. Je vous passe d'abord l'extrait, il est très court, parce que j'aime que mes étudiants entendent aussi les choses et les voient. Aux premières années, j'ai même passé la semaine dernière Marilyn Monroe qui chante Happy Birthday à Kennedy, comme ça ils l'ont vu. Et donc écoutez, et puis si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elle dit, mon slide suivant est l'extrait des mesures principales. Mais tendez bien l'oreille, parce que c'est extrêmement violent. Dire le président is violating the Constitution, d'accord, et à la fin surtout, no one is above the law, qui est là si vous voulez, la citation mythique aux États-Unis, personne n'est au-dessus du droit. Law doit se traduire par droit et pas par loi. Donc, grâce à Yanis, en principe, il suffit de cliquer. C'est quand même, vous êtes un génie. Have seriously violated the Constitution, especially when the President says, Article 2 says I can do whatever I want. For the past several months, we have been investigating in our committees and litigating in the courts, so the House can gather all the relevant facts and consider whether to exercise its full Article 1 powers, including a constitutional power of the utmost gravity, approval of articles of impeachment. And this week, the President has admitted to asking the President of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the President's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our 6 committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The President must be held accountable. No one is above the law. No one is above the law. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout compris, c'est très fort. Elle dit, de notre point de vue, le président a violé la Constitution. De notre point de vue, les actions sont en gros une menace pour la sécurité, pour l'intégrité de nos élections, etc. Donc, je demande à une commission des affaires judiciaires de se créer pour procéder, même 6 commissions, pour commencer des investigations pour voir s'il y a moyen ou pas de déclencher l'impeachment et finir en disant personne n'est au-dessus du droit. Alors évidemment, comme à son habitude, Donald Trump a une réaction, gracieuse, distinguée, romantique, bullshit, en majuscule, on ne peut pas être plus clair. Évidemment, les psychiatres ont écrit un livre sur son comportement, j'y reviendrai à la fin de ma conférence. Mais évidemment, plus les Slaves sont nombreux, et plus les tweets sont nerveux, et plus il est vulgaire. Mais le summum, c'est bientôt, je vais vous montrer dans une vidéo que j'ai trouvée. Forcément, il a commencé à beaucoup s'agiter. Alors, le point de départ de l'affaire, ça a été dévoilé sur Internet le même jour que la conférence de presse de Nancy Pelosi, qui est donc la speaker, pardon, je n'ai pas précisé, la speaker, ça veut dire la présidente, si vous voulez, de la Chambre des représentants, qui est la chambre basse du Congrès américain. Donc, elle estime qu'il a violé la Constitution en demandant à Zelensky d'enquêter sur le fils de son concurrent politique de l'époque, Joe Biden, Hunter Biden. Et au départ, c'est un lanceur d'alerte, ça aussi vous savez ce que c'est, qui a divulgué cette information
Et très vite, New York Times, Washington Post et tous les médias ont divulgué l'intégralité de la conversation. Et je peux vous dire que je l'ai dit pratiquement en temps réel à mes étudiants de première année, il n'y a pas de doute. Demander à une puissance étrangère, bon, en plus quand on connaît l'historique, bon voilà, cette portion du globe, d'enquêter sur le fils de son concurrent politique, c'est vraiment un crime. C'est au minimum de la haute trahison. Donc voilà un extrait du contenu. Si ça vous intéresse, l'intégralité est sur Internet. C'est vraiment très particulier. Il faut le voir. Il faut aussi entendre les réponses de Volodymyr Zelensky. J'ai un service à vous demander car notre pays a traversé beaucoup de choses. L'Ukraine en sait quelque chose. J'aimerais que vous trouviez ce qui s'est passé autour de l'Ukraine. Comme vous l'avez vu hier, tous ces foutaises se sont terminées par une performance très médiocre d'un homme nommé Robert Mueller. Mais on dit que grande partie de tout ça, ça a commencé avec l'Ukraine. Tout ce que vous pourrez faire, c'est important que vous fassiez si c'est possible. Autre chose, on parle beaucoup du fils Biden. Et beaucoup de gens veulent en savoir plus. On prend quand même quelques précautions. Mais enfin, c'est quand même extrêmement violent. Alors, lors de son meeting à Minneapolis, organisé le 10 octobre 2019, Donald Trump s'en prend beaucoup à Joe Biden, parce qu'il sait qu'il commence à être encerclé. Et là, vraiment, c'est un chef-d'œuvre en matière de politique, de droit constitutionnel. Je ne vais même pas vous le traduire tellement que c'est vulgaire, en fait. Et si vraiment il y en a qui ne connaissent pas du tout l'anglais, vous faites un petit signe, je vous le fais, parce que c'est tellement agréable. Si je peux me permettre, regardez, même ses supporters sont speechless devant ce qu'il ose dire. Donc il parle de Joe Biden, d'accord, en tant que sénateur et en tant que vice-président. And your father was never considered smart. He was never considered a good senator. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass. Here's Hunter. Voilà. He is examined by Sleepy Eyes Chuck Todd or some of these people. Vous avez compris? D'accord? Il n'était pas intelligent, il n'était pas un bon sénateur. Il a été un très bon vice-président parce qu'il a toujours su comment bien kiss Barack Obama's ass. Bon, c'est quand même... après, je suis peut-être un peu trop réactionnaire, j'aime bien quand les dirigeants se comportent bien, de manière générale. Je me sens qu'ils doivent être un minimum exemplaires. Mais bon, et après, il y a tout le reste, c'est sur Hunter, sur le fils de Joe Biden, là, il va vraiment très très fort. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. On sait faire que ça quand on fait du droit. Donc, Donald Trump avait déjà déclaré l'année dernière, je le cite, je mets dorénavant le mot justice entre guillemets. Il avait dit ça lors d'une interview télévisée suite au procès de son ancien avocat, de son ancien directeur de campagne, sur lesquels je reviendrai. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, une fois encore, ce qui est en train de se passer pour Donald Trump, quelle que soit l'issue, le procès, je vous en parlerai après, commencera au Sénat, mais après que la Chambre des représentants fasse des longues semaines d'audition publique, j'y reviendrai. Une fois de plus, l'impeachment semble être utilisé comme une arme pour tuer le politique en se servant d'un outil de droit pénal. C'est absolument évident. D'ailleurs, vous l'avez entendu, je le dis, lors de ce que j'ai qualifié le Halloween vote, les démocrates, à 100%, ont voté pour la mise en accusation. Aucun républicain n'a voté pour. Donc, évidemment, l'issue, on la voit bien arriver, mais une fois de plus, c'est pour faire payer au président des États-Unis un comportement politique assez inacceptable pour certains. Je voudrais quand même vous dire, avant de commencer, que il ne faut pas trop, et après j'attaquerai le contenu, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très long non plus. Je trouve que les médias français, souvent, diabolisent énormément les États-Unis, tout ça c'est devenu chose assez facile, puis on est assez des champions de donneurs de leçons, je trouve, mais c'est pas drôle en fait, ce qui se passe aux États-Unis. Si vous voulez, très vite, si ce n'était pas le dirigeant de la plus grande puissance de la planète, ça pourrait être drôle, mais en fait ça ne l'est pas. Et le célèbre journaliste Bob Woodward, donc je suis très fière de mon bouquin parce que je l'ai acheté le jour de sa sortie à Berkeley, et alors pour les plus passionnés d'entre vous d'histoire politique, Bob Woodward c'est le même que c'est celui qui a fait tomber Nixon, c'est le même journaliste, celui qui est joué par un célèbre acteur, j'y reviendrai après, dans un grand film. Donc Bob Woodward sort ça, et dès le début, je vous lis le début, la réalité était qu'en 2017, les États-Unis étaient liés aux paroles et aux actions d'un leader émotionnellement à bout de nerfs, versatile et imprévisible. C'est ce qu'il écrit dès les premières pages, et puis après il dévoile énormément d'autres choses. Donc vraiment,
il ne manquait plus qu'un déclenchement d'impeachment pour que cette présidence sente le soufre vraiment jusqu'au bout. Mais il faut que vous rendiez bien compte, et vous l'avez compris en suivant les midterm elections en novembre, il ne les a pas perdus, il ne les a pas gagnés non plus, mais il ne les a pas perdus non plus, alors que Clinton, par exemple, les avait bien plus perdus dans une proportion bien plus importante, j'y reviendrai. Si vous voulez, il n'y a pas un jour qui s'écoule sans que les intellectuels dénoncent ce qui est en train de se passer, dénoncent les manœuvres de Trump, dénoncent la violation de la Constitution. Mais la grassroots America, elle continue d'être fière de son champion. Il avait promis le plein emploi, il y a le plein emploi. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un grand président. Je suis en train de vous dire que là, nous sommes dans l'antre du savoir, l'alma mater, l'université, d'accord? On est là pour échanger entre intellectuels, mais l'américain, j'aime pas dire moyen, c'est pour ça que je traduis jamais. Grassroots America, ça me plaît beaucoup. Bon, lui, les affaires pénales de Trump, il s'en fout, quoi. Il voulait plein emploi, il a plein emploi. Et le fait que le foie gras soit taxé à New York dans un an, ça leur plaît bien, quoi. C'est pas... Bon, apparemment, vous n'êtes pas au courant, c'est pas grave. Les Toulousains devraient l'être, parce que bon... Et donc, le résultat des midterm elections est le miroir de cette ambivalence, hein, amoureuse envers Trump, puisque vraiment, je peux vous démontrer pendant 1 heure que les midterm elections, donc pour ceux pardon, qui ne savent pas ce que c'est, sont les élections à mi-mandat qui ont lieu tous les 2 ans en plein milieu du mandat présidentiel, je peux vous prouver que c'est une réussite pour lui, comme je peux vous prouver que c'est un échec. Les deux, absolument, sont possibles. Donc très vite, si vous voulez, beaucoup d'intellectuels ont dit il faut qu'on le destitue. Mais il faut trouver des motifs de droit pénal. Et là, vous allez voir, j'ai moi-même écrit il n'y a pas très longtemps, ça n'a aucune chance d'aboutir. Parce que le Sénat est à majorité républicaine. Et puis après, j'ai changé d'avis pour 3 raisons. Premièrement, son comportement. On a du... Enfin, c'est inouï, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous prenez le temps un peu de suivre, mais chaque jour a son lot de surprises, pas dans un sens émerveillement, quoi. C'est quand même très surprenant. Deuxièmement, ce fameux règne du droit. No one is above the law. Et ça, les Américains ne supportent pas qu'un président s'estime au-dessus des lois. Nixon l'a payé, on y reviendra. Et puis, troisièmement, pour moi, ce qui a été un élément déclencheur du soupçon de la réussite de l'impeachment, ça a été l'annonce du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. Là, je me suis dit, ça, les républicains, ils vont peut-être lui faire payer politiquement. Parce que vraiment, ça, la guerre, c'est un thème chéri des conservateurs. Et quand il a fait cette annonce, je peux vous dire qu'elle a été extraordinaire, vraiment mal perçue des républicains. Bon, ceci dit, ça ne les a pas empêchés de voter à l'unanimité contre la mise en accusation. Ils ont une discipline partisane qui est forte, beaucoup plus forte que les démocrates. Bill Clinton, bon, il a failli être destitué, je vais vous l'apprendre à 1 mois après, mais à la Chambre des représentants, il y a 31 démocrates, donc 31 personnes de son camp qui votent pour sa mise en accusation. Là, il y en a quand même 0, donc il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, j'ai pas envie de faire des prédictions, ce qui est sûr, c'est que la Chambre des représentants va sans doute voter la mise en accusation, je vois pas comment on pourrait pas le faire. Bon, en revanche, le Sénat qui le destitue, ça m'étonnerait. Donc, on va commencer par l'ombre du passé, mais évidemment, nous sommes entre positivistes. Donc on commence par lire la Constitution. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent rien au droit américain, vous apprenez en lisant cet article que la destitution, l'impeachment, n'est pas prévue que contre le président. Peut aussi être destitué le vice-président et les fonctionnaires civils. Et pour votre gouverne, sachez que ça a été très souvent utilisé à l'encontre de juges fédéraux. Beaucoup de juges fédéraux ont été destitués. Donc vous voyez tout de suite l'idée. C'est donc une mise en jeu de la responsabilité pénale, il n'est pas question politique, on est d'accord. Et il y a 3 cas précis d'infraction. Haute trahison, corruption et autres crimes et délits majeurs, pour commencer. D'accord? Donc ensuite, c'est très simple. La procédure suit 2 étapes. Tout d'abord, c'est la Chambre des représentants qui décide de déclencher l'impeachment. Nancy Pelosi l'a fait le 24 septembre, je vous ai montré la conférence de presse. Ensuite, je vais y revenir tout à l'heure, elle vote le principe. Là, on n'est qu'au tout début. Il n'y a pas eu de vote sur les infractions. On ne sait pas encore sur quel motif la mise en accusation va être déclenchée. On dit juste que le principe est adopté, d'accord? Et donc, ça veut dire que les investigations vont pouvoir être menées. Que là, il y a eu pour l'instant 5 semaines d'interrogatoire à huis clos. Maintenant, il va pouvoir y avoir les fameuses... Alors, vous pouvez rester chez vous, regarder ça tout en direct. Les Américains vont même prendre des jours de congé pour ça. Ah oui, puis bon, c'est arrivé 3 fois dans toute l'histoire des États-Unis quand même, hein, depuis 1868, le premier. Donc, les interrogatoires publics, etc. Donc, les étapes, c'est très simple. Tout d'abord, la Chambre des représentants met en accusation le président, la majorité est simple. D'accord, et pas qualifiée. Les chefs d'accusation sont au nombre de 3. D'accord? Ensuite, si la Chambre basse vote la mise en accusation, c'est un véritable procès qui s'ouvre devant le Sénat
présidé pour l'occasion par le Chief Justice. Voilà pourquoi je dis à mes étudiants, arrêtez de croire mes collègues qui disent que la séparation des pouvoirs est stricte aux États-Unis, pas du tout. Au contraire, c'est qu'un système d'équilibre, du checks and balances. Preuve en est, hein, c'est le Sénat qui fait le procès de l'exécutif, et il est présidé par le Chief Justice, qui est le président de la Cour suprême des États-Unis. Bon là, comme confusion des pouvoirs, il n'y a pas mieux. Le vote de la culpabilité se fait à la majorité des 2/3, d'accord? La conséquence, c'est la destitution, et dans ce cas-là, le président est remplacé par le vice-président, dont il faut arrêter de dire, donc il ne sert à rien. Parce que quand vous êtes électeur américain et que vous votez pour les grands délégués, quand vous désignez le ticket, il faut faire attention. Je dis souvent que John McCain, qui n'était pas l'affreux conservateur qu'aime bien dépeindre les médias, a beaucoup perdu de voix à cause de ça. Son binôme, qui était Sarah Palin. Sarah Palin, c'est celle qui, en dessous sexy, rouge à lèvres rouge, posait sur des peaux d'ours blancs en voie de disparition avec les armes sur le mur. C'est vraiment l'égérie de la branche très très réactionnaire des conservateurs, je ne vais pas dire ça, des conservateurs. Donc, on va commencer tout simplement par faire l'historique. Je mets quand même Nixon, oui, même s'il n'a jamais été mis en accusation, mais bon, c'est parce que ça allait être déclenché qu'il a démissionné. Donc, vous ne reconnaissez pas sans doute Andrew Johnson, le premier, Nixon au milieu, puis bien sûr Bill Clinton. Juste une chose que j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui connaissent mon adoration pour The Federalist Papers, et les lettres célèbres notamment de Hamilton qui m'ont préféré, Hamilton disait il faut pouvoir condamner l'inconduite des hommes politiques. Pourquoi ça me plaît beaucoup? Parce que quand Nicolas Sarkozy a voulu réviser la Constitution française en 2008, on a enlevé, nous, l'accusation de haute trahison qui n'existe plus, pour beaucoup plus s'imprégner de cette notion de inconduite, qui est vraiment très, très intéressante. Donc la première mise en accusation, c'était Andrew Johnson. Alors, les motifs là étaient vraiment plutôt à dominante juridique, mais la toile de fond est quand même très politique. Andrew Johnson succède à Lincoln après son assassinat. Vraiment la toile de fond, c'est la guerre de sécession. Et Johnson, c'est très simple, vous devez retenir que ça, il contourne une loi du Congrès. D'accord? Donc on est bien dans un acte qui est un acte de haute trahison. Le pouvoir exécutif ne peut pas contourner volontairement une loi du Congrès, qui était la loi sur le maintien en fonction. En gros, c'était une loi qui lui enlevait son pouvoir traditionnel de révoquer librement les titulaires des plus hautes fonctions, les ministres, les généraux, et qu'une loi a été votée pour dire non, le président ne doit plus avoir ce droit, et il a contourné la loi. Donc il a été mis en accusation le 24 février 1868, 126 voix pour, 47 contre quand même, donc pas une petite mise en accusation. Le Sénat, pour l'occasion, comme je vous le disais, était présidé par le Chief Justice, à l'époque c'était Samuel Chase. Le procès s'est ouvert, donc c'est le premier spectacle, vraiment, bon, évidemment pas médiatisé comme ça l'est aujourd'hui, mais 25 témoignages pour l'accusation, 16 pour la défense. Il est acquitté à une seule voix près. Une seule voix près. Johnson. Je ne le prends pas comme exemple du glissement de l'impeachment du terrain pénal vers le terrain de la politique. Honnêtement, là, on est vraiment dans un cas où c'est bien une mise en jeu de la responsabilité pénale envers un président qui contourne, qui commet une infraction parce qu'il contourne une loi du Congrès. Mais la toile de fond est quand même très politique, hein. C'est la période post-guerre de sécession. Mais vraiment, le moment, si vous voulez, où l'impeachment quitte le terrain du juridique pour pénétrer celui du politique, c'est deux grandes affaires qui vont suivre, Monica Gate et Watergate, et Monica Gate, que je pense vous connaissez. Et c'est d'ailleurs Nixon lui-même qui déplace sa responsabilité du terrain du pénal au politique. Il le dit lui-même, je vais vous passer la bande-son, quand il démissionne, je le cite, il m'a paru évident que je n'avais plus de soutien politique assez fort au Congrès. Donc ça veut bien dire qu'il se place lui-même sur le terrain politique et non pénal. Je vais vous raconter l'histoire parce que parfois certains étudiants ne connaissent pas. Ça, c'est la photo du siège. Le Watergate, c'est le nom du siège du Parti démocrate dans lequel Nixon avait fait poser des micro-espions. D'accord? Et j'ai choisi, il y a beaucoup de photos de Monica et de Bill, mais j'aime bien Monica et Bill, la sordide histoire qui menace le président. C'était une stagiaire à la Maison-Blanche, mais je pense que vous connaissez cette histoire. Donc je commence par l'histoire du Watergate. En fait, le Watergate avait carrément été cambriolé au cours de la campagne présidentielle, alors même que Nixon est réélu, c'est son second mandat, avec plus de 71% des voix. Rendez-vous compte, donc il jouit d'une légitimité politique extrêmement forte. Enfin, beaucoup de présidents français rêveraient d'être élus à 71%, bon ça a été le cas de Jacques Chirac, mais dans un contexte un peu particulier comme vous le savez.
Et l'intrusion avait vraiment pour but de dérober les plans de campagne des démocrates et de poser des micro-espions. Et va suivre vraiment un déclenchement incroyable de révélations auquel répond vite fait, l'image est pourrie, donc je ne vais pas chercher à l'agrandir. Non mais ça, c'est la faute de YouTube. Mais par contre, le son est vraiment intéressant. Essayez d'entendre le moment où il dit « I'm not a crook ». Vous savez ce que ça veut dire, crook? Je ne suis pas un escroc. Et je vous montrerai après pourquoi c'est important dans l'histoire culturelle américaine. Et écoutez, c'est assez court. Hein. Donc là, c'est qu'on commence à avoir les révélations. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I have earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I could say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Ok, certes. But in all of my years of I'm not a crook, donc ça c'est pour parce que les étudiants qui me connaissent savent bien, j'aime bien la représentation culturelle dans la société. Vous pouvez encore vous acheter un t-shirt avec crook et le visage de Nixon. Il y a eu surtout, donc il ment, hein, il ment dans l'extrait que je viens de vous passer. D'où le surnom Tricky Dicky, Dicky le menteur, qui a fait l'objet de beaucoup de représentations caricaturales, cinématographiques et autres. Donc les faits sont les suivants. Au départ, il y a Gorge Profonde. Vous connaissez ou pas? Or, si vous ne connaissez pas, faites-vous plaisir. Louez-vous les hommes du président. Bon, il faut aimer Robert Redford et Dustin Hoffman. Ce ne sont pas deux petits acteurs. Le film est vraiment très très bien fait. Gorge Profonde, c'est le nom de leur informateur. D'accord, dont on n'a vraiment jamais su qui il était en réalité. Et donc tout part d'une révélation. Ils travaillent tous les deux au Washington Post, oui. Donc ils révèlent l'affaire, Woodward et Bernstein. Donc encore une fois, c'est le même Woodward qui vient d'écrire ce livre, quoi. C'est vraiment le héros absolu. Il est quand même assez âgé maintenant. Et donc, escalade d'événements, le massacre du samedi soir, c'est ce que la presse, le nom, pardon, que la presse a donné un samedi soir où les démissions furent nombreuses, où Nixon limoge un premier procureur, il en nomme un second, il limoge le deuxième, enfin bref, tout ça se précipite. La Cour suprême, et même, je ne raconte pas trop les détails, c'est un peu compliqué, mais Nixon répond à une ordonnance en excipant sa nullité au motif qu'elle se heurtait au privilège de l'exécutif. Il dit « privilège de l'exécutif, j'ai pas à venir vous répondre, etc. » Sauf que ce privilège de l'exécutif, effectivement, qui fait qu'en principe, un président peut avoir le droit de dire « je jouis de mon privilège, je ne suis pas obligé de venir répondre à vos questions, vous procureurs ou vous congrès », la Cour suprême décide tout de même la chose suivante. Lire les pouvoirs présidentiels, l'article 2, comme conférant un privilège absolu contre toute citation judiciaire indispensable à l'application des lois pénales, sans autre justification que l'intérêt public à garder secret les conversations non militaires et non diplomatiques, bouleverserait les équilibres constitutionnels d'un gouvernement viable et mettrait gravement en péril les fonctions qui sont celles de la justice. Cette présomption de privilège doit être envisagée à la lumière de notre attachement historique au règne du droit. Je l'ai donné à commenter à l'agrégation cet extrait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous reteniez que le privilège de l'exécutif tombe, il faut que vous reteniez qu'en certaines circonstances, la Cour suprême a pu le dire, bon, ce n'est pas un privilège absolu. Le président, comme d'ailleurs notre président en France, jouit d'une immunité, mais immunité n'est pas impunité. D'accord ? En France, on attend la fin du mandat, comme on a attendu Jacques Chirac, comme vous le savez. Aux États-Unis, ce n'est pas absolu. Dans cette affaire, la Cour suprême a dit ça ne doit pas être absolu. Donc, quelques jours plus tard, la commission des affaires judiciaires donc, ne vote pas la mise en accusation. Elle recommande le principe et pour 3 chefs d'accusation, obstruction à la justice, ça les Américains n'aiment pas. Et c'est ce qu'est en train de faire Trump en disant je n'irai pas répondre aux questions du Congrès. Abus de pouvoir, le cambriolage, outrage au Congrès puisqu'il a refusé de donner les bandes magnétiques. Il démissionne il démissionne le 8 août 1974. Voilà la conférence de presse, elle est courte également. Good evening. This is the 37th time I have spoken to you from this office, where so many decisions have been made that shape the history of this nation. Each time I have done so with the
discuss with you some matter that I believe affected the national interest. In all the decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. As long as there was such a base, I felt strongly that it was necessary to see the constitutional process through to its conclusion. That to do otherwise would be unfaithful to the spirit of that deliberately difficult process and a dangerously destabilizing precedent for the future. But with the disappearance of that base, I now believe that the constitutional purpose has been served, and there is no longer a need for the process to be prolonged. I would have preferred to carry through to the finish, whatever the personal agony it would have involved. And my family unanimously urged me to do so. But the interests of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress, particularly at this time with problems we face at home and abroad. To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issue of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this hall. Bon, c'est très solennel. Je pense que vous avez à peu près compris. En gros, il dit, à la fois, il dit non, je suis pas un escroc, mais quand même, j'ai fauté et dans l'intérêt de la nation, il vaut mieux que je me retire. Donc, vous voyez bien que l'affaire Nixon a pris une tournure politique, mais l'effet déclencheur était bien juridique. D'accord, cambriolage, pose de micro-espion, etc. Mais de mon point de vue, ce n'est pas le Watergate qui fait glisser les pinchements du terrain du pénal politique, c'est bien plus le Monica Gate. Alors, pour vous faire sourire, en 98, j'étais chargée de TD. Et j'adore, j'ai trouvé ça, Adult Books, Kenneth Starr Report, now in sale, c'est-à-dire maintenant en vente, parce qu'effectivement c'est pornographique. Hein. Vous lisez le rapport de Kenneth Starr, donc à l'époque je faisais des droits américains, et on rigolait beaucoup avec les étudiants parce que parfois ils ne comprenaient pas tellement que c'était détaillé et c'était assez compliqué de leur expliquer que oui, c'était un procureur qui menait une enquête non sur une vie sexuelle d'un président, mais sur les mensonges qu'il adressait à la nation ou quand il était interrogé. Donc Kenneth Starr, c'est le procureur. C'est un peu, je dis souvent, mais bon, maintenant vous ne comprenez plus la blague parce que vous êtes trop jeune par rapport à Jacques Chirac. Notre juge Alphen à nous, juge Alphen, il a fait de sa vie un combat à faire tomber Jacques Chirac. Et Kenneth Starr, c'était vraiment Bill Clinton. Je me permets de vous dire ce que je pense, mais vous pouvez évidemment, comme tout en fait, pas partager. Je tiens Bill Clinton pour l'un des plus grands présidents américains qui a eu ce pays, peut-être parmi les 3 plus grands, d'accord ? Et pourtant, il a failli tomber, y compris par sa propre frange, puisque 31 démocrates ont quand même voté pour sa mise en accusation. Donc le point de départ est vraiment une histoire privée. Vous voyez la stagiaire qui pose avec lui, il en bas.
Donc tout ça est monté en épingle. Elle affirme avoir eu des relations sexuelles avec lui, il dément. Et puis il y a une Paula Jones qui arrive, journaliste, et qui dit bon, il me donne son numéro de chambre de l'hôtel Excelsior sur un bout de papier. Je monte, je l'interroge, je me retourne, je me re-retourne, il a le pantalon au niveau des genoux. Bon, pardon, je ne vais pas plus loin, mais c'est un peu l'histoire. Et en partant de ça, Kenneth Starr, en gros, étale la vie sexuelle privée, consentie par les femmes, de Bill Clinton. Et là, vous allez voir, donc Hillary Clinton, que vous connaissez mieux en tant que candidate face à Trump, a été très appréciée des femmes parce qu'elle a été quand même sacrément digne. Là, c'est la conférence de presse où il ment. Je vous l'annonce avant pour que vous compreniez le contexte, où il dit « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky ». Alors, est-ce que... en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, ce serait moins de 18 ans et certains ici ne sont pas encore majeurs. Mais le fait est qu'il y a eu un jeu sexuel, non une relation sexuelle, mais il a beaucoup joué avec ça. Et donc là, il ment en annonçant... alors à l'opinion américaine, ce que l'opinion américaine n'aime pas, d'accord, mais ensuite, il fera aussi des parjures devant notamment le Congrès, je vais y revenir. Donc c'est très court, vous inquiétez pas, mais c'est assez savoureux. C'est le bureau ovale, la Maison Blanche. Hillary. Jean, donc, qui vient d'apprendre que, enfin, vous savez déjà. Vice-président, I am very pleased to introduce America's true education president and the greatest champion of working parents and working families that the United States of America has ever known, President Bill Clinton. Thank you very much. C'est très court, vous allez voir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now, I have to go back to work on my State of the Union speech. And I worked on it until pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Ok, et maintenant je retourne travailler pour l'intérêt du pays. Bon, il ment, il a eu des relations sexuelles avec Monica Lewinsky. Donc, du coup, quelques jours après, impeachment déclenché donc par le comité judiciaire, vous l'avez compris, la Chambre des représentants, qui présente 4 infractions en réalité, parjure devant le grand jury, qui n'est pas celui que vous voyez à la télé, le petit, pas le grand procès, pour l'affaire Paula Jones, la journaliste dont je vous parlais tout à l'heure, et Lewinsky. Parjure et faux témoignage dans ses réponses aux 81 questions écrites qui avaient été posées par le grand jury dans l'affaire Paula Jones, entrave à la justice dans l'affaire Paula Jones en cherchant sciemment à cacher certains faits, et fausse déclaration au Congrès. La Chambre des représentants ne retient que les infractions 1 et 3, le 12 décembre 1998, donc je vous le disais tout à l'heure oralement, le 31, il y a 21 voix contre 16, 31 démocrates ne votent pas pour le fait que ça ne continue pas, ne votent pour la mise en accusation. Le procès a débuté au Sénat, présidé par le Chief Justice de l'époque, Rehnquist. Le vote a été très très limite, en fait pratiquement une voix près, si vous comptez les 2 tiers, parjure rejeté, mais entrave à la justice, égalité quand même. Donc Clinton a failli tomber pour une affaire qui, à la base, vraiment n'a rien ni de politique, ni de pénal, qui est une affaire privée. Et ce que vous ne savez généralement pas, Nixon, aux États-Unis, no one is above the law. Donc, à côté de ça, il faut ajouter le travail de la justice ordinaire. Nixon a été gracié par son successeur Gerald Ford, mais Clinton a été ensuite poursuivi à l'issue de son mandat. Il a été condamné au privé, donc forte amende civile, et il n'a par ailleurs pas eu le droit de plaider en tant qu'avocat pendant 5 années dans son état de l'Arkansas. Donc vraiment, pour moi, c'est une impeachment totalement disproportionné, mais on peut ne pas être d'accord avec moi, et qui a conduit certains observateurs, dont moi à l'époque, à redouter une banalisation de l'impeachment.
Vous imaginez, bon, quand vous lisez le rapport de Kenneth Starr, vous comprenez vraiment que le point de départ est assez faible. Donc, j'en viens maintenant à l'hypothèse de la destitution de Trump. Alors, certains médias, à l'image du New York Times et du Washington Post, ont fait de la lutte anti-Trump un combat quotidien. Je ne sais pas si vous le savez, si ça vous amuse. Le New York Times, sur son site internet, publie une liste d'insultes. Et alors, c'est un dictionnaire avec plein d'entrées, des centaines de mots, dont vous regardez Justice, et là, les plus belles insultes de Trump à l'égard de la justice, démocrate, Joe Biden, bon, c'est assez inouï. Alors, bon, pardon, c'est un peu dense, hein, je le sais, c'est pour vous dire que tout a été, c'est comme une toile d'araignée, quoi, petit à petit. Alors, je ne parle pas encore une fois des tweets grossiers, de ses sorties sur les femmes, etc., mais de choses vraiment susceptibles de déclencher un impeachment pour motif pénal. Donc, Robert Mueller est nommé en tant que procureur spécial pour établir les liens entre le clan Trump en plus, ses enfants, comme vous le savez, c'est son gendre, et la Russie. Le directeur du FBI, James Comey, qui dirigeait l'enquête, est limogé, ce n'est pas rien. Et dans ce bouquin, il y a un passage savoureux où à un moment donné, Bannon, qui s'est débarrassé après, lui dit « Mais vous n'allez pas limoger James Comey, sinon vous créez un putain de précédent, vous en faites un putain de héros. » Et c'est reparti comme à l'affaire du Watergate. Et il n'écoute pas, et c'est ce qu'il va faire. Donc ensuite, son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, bon, là aussi, vous tapez son nom, enfin, il est en ce moment en blouse orange, hein, avec les poux attachés aux pieds. Hein, il y a eu plusieurs procès le concernant. L'ancien avocat aussi, Michael Cohen, et pareil, Trump. Alors, il aime bien Paul Manafort, par contre, pour son ancien avocat, il se déchaîne, il dit que c'est un escroc, que s'il voulait perdre un procès, il faut l'embaucher lui. Je ne l'ai pas mis dans le slide, mais il y a aussi la place de Giuliani, son nouvel avocat. C'est pas rien pour les Américains. Giuliani, c'était le maire de New York à l'époque des attentats, qui était vraiment assez iconique aussi comme personnage. Et puis il y a eu, et ça pourrait lui faire vraiment mal, la révélation de mon point de vue la plus inquiétante, c'est celle qui concerne une supposée évasion fiscale, qui, se dit en passant, est gratis son image de self-made man, qu'il a fait quand même gagner auprès de beaucoup d'Américains, des voix. Le service des impôts de l'État de New York a ouvert une enquête à propos d'une société écran qu'auraient créé le président et ses frères et sœurs pour dissimuler le don de plus de 400 millions de dollars par les parents. C'est pour ça que je vous dis c'est gratis, mais vraiment l'image du self-made man. Alors les faits sont prescrits, et par contre la fraude fiscale peut donner lieu à des amendes sur le plan civil. Ensuite, le clan Trump a essuyé un nouveau revers, parce qu'une cour d'appel a confirmé que le Congrès pouvait lui demander des documents sur ses finances. Bref, vous voyez cette toile, mais tout ce que je suis en train de vous donner, ce sont que des indices, des choses qui l'encerclent. Mais pour l'instant, aucun de ces faits n'a donné lieu à une condamnation sur le plan pénal. L'escalade, elle est en ce moment même, et tout a commencé le 24 septembre avec l'annonce du déclenchement par Nancy Pelosi de l'impeachment. Tout d'abord, Pat Cipollone a dit clairement « on fera obstruction ». Et là, je me suis dit « tiens, ça commence à devenir intéressant ». Les Américains n'aiment pas ça. Obstruction à la justice, « no one is above the law », ça, justice equal law, bon, toutes ces citations sur les frontispices des palais de justice, ils y tiennent vraiment beaucoup, sans parler de « in God we trust », donc un mensonge, obstruction, tout ça, est vraiment très très déstabilisant pour le peuple américain. Les paroles, bon, je vous ai mis une citation qui me plaît bien. Le président ne peut permettre que vos procédures constitutionnellement illégitimes le détournent, lui et les autres représentants du pouvoir exécutif, de leur travail pour le compte des Américains. Le président a un pays à diriger. À la lumière des nombreuses lacunes que nous avons identifiées dans votre procédure, nous espérons que vous abandonnerez ces efforts et que vous vous joindrez au président pour vous concentrer sur les nombreux objectifs qui comptent pour le peuple américain. Donc il a clairement annoncé que la Maison-Blanche n'accepterait pas de donner de documents, ce qui s'appelle l'obstruction à la justice. 3 jours après, l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine a répondu à l'assignation, alors que Trump avait dit « elle n'ira pas », donc elle a décidé d'y aller. Donc tout ça s'est passé à huis clos. 5 semaines d'auditions, de témoignages, d'interrogatoires qui ont lieu à huis clos. Bref, tout ça est quand même, ça fait quand même beaucoup. Et puis il y a cette fameuse annonce du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. Mais vous savez, aux États-Unis, une annonce en chasse une autre. Au moment même où il annonce le retrait des troupes, je me dis, aïe, là il va perdre des voix, les sénateurs
conservateurs républicains vont l'abandonner, et puis après il annonce la mort du chef d'Al-Qaïda. C'est une nouvelle réussite qui chasse un échec, et dans l'opinion américaine, vous savez, c'est un peu les montagnes russes, hein, tout de même, ça je pense que vous le savez. Alors, la mise en accusation est venue jeudi, pendant que vous fêtiez Halloween. Moi j'étais connectée, non c'est pas vrai, puisque le vote a eu lieu dans la nuit, donc c'est la résolution, ce n'est pas la mise en accusation proprement dite, les infractions ne sont pas détaillées, c'est juste, si vous voulez, le principe qui est voté. Ça veut dire maintenant, on arrête avec les 5 semaines d'audition interrogatoire à huis clos, commence l'audition publique, et là ça va être vraiment la foire. Pas du tout, pardon, large majorité, puisque bon, c'est conforme un petit peu à la sociologie, si vous voulez, de la Chambre des représentants. 232 oui, 196 non, donc seulement 4 se sont abstenus, c'est vraiment rien, donc vraiment elle est passée tout près. Aucun républicain n'a voté pour, aucun. Alors qu'on commençait à avoir dans l'opinion publique un changement, mais voyez, ils n'ont pas osé. Alors évidemment, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche a dit que c'était vraiment l'empêchement de la honte, quoi, vraiment. Et ce qui me plaît pour ma problématique, vous voyez, elle aussi dit c'est vous qui violez la Constitution, parce qu'il n'y a pas de motif de droit pénal, vous en servez comme bouclier, comme arme politique, blatantly partisan dans le sens, c'est politique votre truc, quoi, en fait ce n'est pas pénal. Et le premier Trump, il y en a eu plein, tweet de Trump commentant la mise en accusation, c'est la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire des États-Unis, qui rappelle une autre période d'audition aussi par le Congrès. Donc, on en est là pour le moment. Mais, il pourrait y avoir autre chose. Ça, je l'ai expliqué à mes étudiants de M2, et je le ferai pour les pénalistes, il y en a dans la salle que j'aurai bientôt en janvier. Il y a quand même autre chose. Si vous êtes vraiment, vraiment persuadé que Trump doit être destitué, il ne le sera probablement pas, vu la majorité écrasante des républicains au Sénat. Figurez-vous qu'il y a le 25e amendement de la Constitution des États-Unis qui prévoit la chose suivante. Incapacité d'exercer. Alors, pour votre culture générale, le 25e amendement est voté après l'assassinat de Kennedy, où tout de suite les juristes se disent « et s'il n'était pas mort ?» Si la balle avait juste fait de lui un handicapé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut prévoir une procédure permettant de le repousser pour que le vice-président exerce la plénitude du pouvoir exécutif à sa place. Alors ça peut vous sembler accessoire, je me permets de vous dire qu'il y a été à un moment donné question de le déclencher à l'encontre de Ronald Reagan à la fin de son mandat, où il y avait une suspicion de maladie d'Alzheimer, ou en tout cas de dégénérescence cérébrale. Mais pour Trump, la question se pose réellement. Elle a commencé à se poser le jour où un anonyme proche de lui a publié une tribune dans le New York Times. Je suis membre de la résistance à l'intérieur de l'administration de Trump. Vous pouvez la lire, elle est toujours accessible sur Internet. Alors, je ne sais pas si vous avez vu en direct les tweets de Trump qui menacent. Je vais vous trouver, je vais vous chercher, je vais vous trouver, je vous ferai payer, je saurai qui vous êtes. Bon, bref. Et la tribune fait froid dans le dos. Il décrit une administration complètement sur le qui-vive, en disant dès qu'il prend son portable, on est tous hyper tendus, sous pression, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va encore tweeter, est-ce qu'il est avec Kim Jong-un en direct? Donc vraiment la tribune décrit un fou. Voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins, tout comme Fear de Bob Woodward décrit vraiment quelqu'un atteint d'une maladie mentale lourde, quoi, hein, pas qu'un névrotique, un psychopathe. Et du coup, il y a des 27 psychiatres qui ont écrit un livre essayant de prouver que Trump est un cas dangereux, comme vous pouvez le voir. Alors, ils n'ont pas pu, Trump refuse évidemment tout examen médical. Ils ont fait une analyse à travers ses discours, sa gestuelle, sa posture, pour essayer de dire que peut-être qu'il faudrait penser à cette possibilité d'article 25. Bon, évidemment, n'y croyez pas du tout, hein, ça ne marchera jamais, mais quand même, pour votre culture générale, je tenais à vous faire un dessus. Donc, le problème, c'est que vous pouvez vous dire, on a bien compris ce qu'elle voulait nous dire, au Sénat, ça passera pas, parce que quand même, sauf si vraiment demain, il y a de nouveau un acte qui vraiment serait un vrai problème pour les sénateurs, qui sont, comme vous le savez, à majorité républicaine, non conservateur. Ce monsieur est Mike Pence. Le jour où sort ce bouquin, je suis à Berkeley,
Et j'ai un dîner avec tous mes charmants collègues et des juges fédéraux, dont la Chief Justice que j'ai invitée l'année dernière, pour ceux qui étaient là, de la cour d'appel de Chicago, la 9e cour d'appel de circuit. Et tous disaient, mais comment vous... Ils me demandaient, j'étais la seule européenne, comment vous voyez ça en France, etc. Je leur explique un peu notre point de vue. Et ils me disent, mais il faut vous expliquer aux Français, Vanda, qu'il vaut mieux qu'on se garde Trump. Parce que le vice-président qui serait amené à le remplacer en cas de destitution, c'est vraiment une horreur. Alors effectivement, si vous ne voyez pas du tout qui il est, faites-vous plaisir, allez faire des recherches sur Internet. Donc il est d'une misogynie affolante. C'est celui qui a dit, j'ai été vérifié longuement hier pour être sûr, ça a été confirmé après, au quotidien de Hill, il dit, moi c'est très simple, quand ma femme n'est pas là, je m'interdis de dîner ou de déjeuner en tête-à-tête avec une femme. Comme ça, pour le mouvement MeToo, etc., vous n'avez pas de problème, tout comme je ne mets jamais les pieds dans une soirée où il y a de l'alcool. Donc il ne parle pas aux femmes qui ne sont pas sa femme, son épouse. Il est très misogyne. Il a quand même dit, vous le trouverez j'ai vérifié hier dans son fil Twitter, que mettre les enfants à la crèche, ça avait des répercussions dramatiques sur l'esprit et le développement moteur et psychique des enfants, que les femmes devaient rester à la maison pour les élever, s'en occuper. Bon, il est extraordinairement pratiquant, mais ça, c'est pas grave, ils le sont tous, les Américains. Mais il prie quand même plusieurs fois par jour à genoux, agenouillé, précise-t-il. Il tient des propos homophobes hallucinants. Il a notamment dit il n'y a pas très longtemps que les homosexuels étaient la cause de l'effondrement, je le cite, de la société. Alors que si vous voulez, Trump, dans sa folie, dans sa gouaillerie, dans sa vulgarité, bon, il s'est marié plusieurs fois, y compris avec des femmes, voilà, je dis pas qu'il aime les femmes, que donc il n'est pas misogyne. Je dis que sur certains sujets, il ne peut pas être aussi réactionnaire que d'autres, vu la vie qu'il a eue. Voilà, il s'est marié plusieurs fois, il a divorcé, etc. Et vraiment, Mike Pence, je vous assure que je préfère, tout le monde s'en fout de ce que je pense d'ailleurs, hein, je ne suis pas américaine, mais je peux vous dire que si les idées, par exemple sur l'avortement, Trump n'est pas totalement clair non plus, il ne dit pas qu'il est affreusement contre, vous voyez, Mike Pence, très clairement. Mike Pence a quand même dit il n'y a pas très longtemps que le préservatif ne protégeait pas du sida, d'accord, et qu'il valait mieux s'abstenir et ne jamais approcher une personne malade, hein. Donc tout ça vous le retrouvez sur son fil Twitter, je n'invente rien. Donc je conclus, comme ça je laisse la parole à la salle. Il y a quand même, à côté du motif pénal, d'accord, article 2, je vous ai lu, à côté de cette improbable destitution pour motif de maladie mentale, il y a quand même, à un moment donné, un moment où le président est face à une autre responsabilité qui est ni pénalité politique, ni politique, elle est électorale. Donc Donald Trump va se représenter. Donc après tout, c'est ça qui compte le plus aux États-Unis. Et je me permets de vous dire que je pense que le déclenchement de l'impeachment, moi, tous mes étudiants qui savent que je suis plutôt libérale me disent vous devez être content, je dis pas du tout, ça va être contre-productif. Résultat des comptes, on ne parle plus des réfugiés, on ne parle plus de la Syrie, on ne parle plus de beaucoup de problèmes du sort des Noirs américains, Native Americans, n'en parlons pas, ils n'existent même plus. Donc si vous voulez, c'est assez contre-productif, je pense qu'au contraire. Et puis évidemment, ça alimente, vous avez vu, c'est la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire des États-Unis, ça alimente son outil rhétorique favori, qui est le complot, évidemment, ce ne sera pas le seul, hein, ça vous fera penser à d'autres personnes en France. Mais c'est vrai que du coup, je cite Alan Specter, qui est l'ancien président de la commission des affaires judiciaires au Sénat américain, l'impeachment peut être suivi d'un procès, mais le principal remède dans notre société est de payer un prix politique. La sanction n'est pas venue vraiment des midterm elections, à mon avis, elle ne viendra pas, il risque fort d'être réélu. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que, bon, je suis américaniste, c'est ma spécialité, jamais une présidence n'aura senti autant le souffre, ne se sera épanouie dans autant de vulgarité formelle, et désormais, et c'est la raison pour laquelle j'étais là aujourd'hui devant vous, Trump sera l'un des 3 présidents de toute l'histoire des États-Unis à avoir été mis en accusation pour la procédure la plus infamante qui soit, et ceci n'est pas rien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et sur votre disposition. Il est un peu tard pour des questions, mais... Ah, moi j'ai tout mon temps. J'ai ma fille qui est dans l'amphithéâtre et l'autre qui visite Orange avec les latinistes, donc... je suis en vacances ce soir.
Ça marche, ouais. Du coup, s'il y a des questions, levez la main et je passerai avec le micro vers vous. Voilà. Ou des commentaires, mais ils préfèrent le faire dans l'amphi. Moi, ma question est peut-être un peu bête, mais en fait, qu'est-ce que c'était la stratégie des démocrates à la base? Parce que, bon, j'imagine que nous, d'un point de vue français, on a pu analyser le fait qu'elle n'allait sûrement pas aboutir à l'impeachment. Après, on a dit qu'il ne serait pas élu, il a été élu, donc on peut toujours avoir ce faux espoir. Mais dans l'idée, quelle était la stratégie? Parce qu'on est démocrate, on déclenche l'impeachment, on se retrouve à se dire que si on rate le coup, en fait, on perd tout. Pourquoi ne pas se consacrer aux 2 dernières années pour, on va dire, essayer de faire un candidat et faire voilà, exactement, sur une bonne campagne? Parce que même en plus, dans le cas où il serait empêché, la problématique, c'est qu'il pourrait très bien se représenter, sauf si le Sénat interdisait qu'il se représente. Donc en fait, il pourrait même revenir, ça se trouve, plus fort, avec, comme vous l'avez dit, c'est toujours l'idée de théorie du complot. Il pourrait très bien arriver en disant on a essayé de l'empêcher, le peuple américain qui veut lui redonner sa force et qui ne veut pas être obligé, enfin je sais pas. Donc en fait, Mélodie, quand elle annonce ça, qu'est-ce que c'est l'idée? Alors Martin, j'ai pas de réponse parce que j'ai posé la question à des amis démocrates qui m'ont dit, en fait, ils ont tenté, c'est mon analyse mais je peux me tromper, un coup de poker, en disant les Américains, c'est pas possible, ils sont pas si bêtes. Il faut leur expliquer qu'il est en train de violer la Constitution. Nancy Pelosi, bon vous l'avez compris, mais au début dit, il ne peut pas dire, j'ai le droit de faire ce que je veux. Elle le cite, quand il dit je fais ce que... Donc c'était, je pense qu'il y avait vraiment une volonté d'éduquer une frange d'opinion américaine en leur disant non mais il faut que vous réalisiez. Parce qu'ils savaient très bien qu'il ne jamais ne réussirait, de mon point de vue. Alors après, quand j'ai fait une interview pour le blog des juristes, mon ami n'était pas d'accord avec moi, il m'a dit mais regarde l'opinion publique, mais bon les sondages, vous savez, ça change énormément, les Américains ne connaissent pas le clivage partisan, c'est ce que j'explique souvent à mes étudiants. Un démocrate peut voter après républicain, et puis démocrate de nouveau, il n'y a pas la même... Le clivage est idéologique aux États-Unis, pas partisan. Donc le but c'est un coup de poker, tenter de le déstabiliser. Alors pour ça ils l'ont réussi, parce qu'il est plus nerveux que jamais, mais moi tout de suite je me suis un peu écrié, c'est contre-productif, il donne de l'eau au moulin, de la théorie du complot, et puis comme ça on ne parle pas des vrais sujets quoi. Enfin là, parce que là les Américains, je pense que vous ne réalisez même pas. Pour par exemple l'audition, je disais ça à des étudiants ce matin, à mes étudiants de première année ce matin, pour l'édition du juge Kavanaugh et le mouvement MeToo, les Américains ont pris des jours de congé pour être devant leur poste de télé, ils étaient des millions pour l'audition d'un juge. Donc là, ça va être médiatisé, mais ça va être la folie. Dès qu'on va entendre, par exemple, les Playmates qu'il a payé pour acheter leur silence, hein, des cowgirls j'ai oublié le nom de la revue, mais Playboy, pardon. Bon, mais ça c'est croustillant, enfin ça va faire... oui, là les journalistes sont très très contents. Hein. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je me dis que c'est un coup de poker, ou peut-être une tentative d'éduquer le peuple pour les prochaines élections et de faire sortir un Joe Biden plus fort que jamais. Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, là, il a sa réélection assurée. Mais j'espère me tromper, évidemment. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à la question. C'est très, très surprenant. Oui. C'est plutôt une question générale sur, les présidents, sur le président des États-Unis en général. Que pensez-vous du fait que actuellement Trump, par exemple, il a plein d'hôtels, plein de business, et il a été accusé notamment de recevoir de l'argent de l'Arabie Saoudite à travers ses hôtels. Bref, c'est des accusations, on ne sait pas si c'est vrai, mais ça n'a pas trop reçu beaucoup d'attention. Et que pensez-vous sur les présidents des États-Unis qui sont autorisés à avoir justement ces business à côté? Jimmy Carter par exemple, il a dû vendre son ferme à cacahuètes si je me trompe, même s'il n'a pas été demandé de le faire, mais juste parce qu'il avait peur que cela peut endommager son corruption, tout ça. Et petit fun fact, le savez-vous que Bill Clinton a volé plus de 20 fois dans le jet privé de Jeffrey Epstein? Ouais. Bon, on se connaît bien, c'est mon ancien étudiant qui m'aidait à faire les branchements, vous voyez, c'est de Yanis, la première année de droit. La réponse, elle est vraiment d'ordre culturel. Elle est d'ordre culturel, c'est-à-dire, si vous voulez, les Américains n'ont pas de problème. Je disais ce matin à mes étudiants de première année, aux États-Unis, on se présente comme étant noir, jaune, style caucasien, on dit pour qui on vote, combien on gagne. On n'a pas de problème avec ce politiquement correct qui en France est en train de nous assassiner. Surtout, puisque vous avez tous lu Tocqueville, puisque je vous emmerde avec ça depuis quand même 20 ans de carrière, Tocqueville disait les Américains ont un truc dans le sang, c'est le pragmatisme.
D'accord? Donc le goût des affaires, pour quelqu'un qui a réussi, c'est pas quelqu'un qu'on doit jalouser. Donc au contraire, quelqu'un qui réussit dans les affaires, qui devient milliardaire, c'est quelqu'un qui est intelligent. He arrived, comme on dit dans l'expression consacrée. Donc ça ne les gêne pas du tout. Et les rares fois où le législateur a essayé de faire des lois durcissant, par exemple, le financement des campagnes électorales, eh bien il y a eu la Cour suprême qui a dit oui, mais le problème c'est que le premier amendement, liberté d'expression, signifie aussi avoir de l'argent. C'est le juge Scalia qui, dans une célèbre décision de la Cour suprême, qui dit bon, on ne peut plus financer des campagnes n'importe quand, n'importe comment. Scalia dit c'est un triste jour. This is a sad day for the freedom of speech. C'est un jour de deuil pour la liberté d'expression. Et il poursuit en disant sans argent, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc c'est une histoire aussi de rapport à l'argent. Quand George Bush essaye de faire voter par le Congrès une loi pour limiter le financement personnel des campagnes électorales, c'est parce qu'il était candidat contre John Kerry, qui est marié à une femme dont le nom de jeune fille est Heinz. Ketchup Heinz. Il était milliardaire. Et donc, du coup, on a essayé de limiter ce qu'on appelle la soft money pour essayer de... Mais ça, les Américains n'aiment pas ça en disant, OK, he's a self-made man, he arrived, donc c'est tout bon. C'est ce rapport, pas à l'argent, à la réussite matérielle qui est très forte chez les Américains. Chez nous, c'est vulgaire. Non seulement on trouve ça vulgaire, la réussite matérielle, mais en plus, on en est très jaloux. C'est très français. Pas du tout aux États-Unis, on remonte les manches. Et puis Tocqueville était très admiratif de ça. Il disait, ils ne sont pas très intelligents, ils sont comme les Anglais. Il écrit. Ils n'ont pas l'intelligence, mes étudiants qui m'ont eu pendant quelques années le savent, connaissent ce chapitre. Ils n'ont pas l'intelligence des idées abstraites. Ils ne sont pas doués pour les idées générales et abstraites. Par contre, ils sont très forts pour le concret, le pragmatisme. Comme je dis souvent à mes étudiants, on peut même commenter la crise des subprimes rien qu'en lisant Tocqueville. Chez nous, dépression collective, Prozac, vente en hausse. Aux États-Unis, quand ils perdent quelque chose, ils ne perdent pas comme nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'index du traitement gelé. Ils perdent tout. Ils perdent leur boulot, ils perdent leur voiture, ils perdent leur maison, ils n'ont déjà pas de couverture de santé. Le lendemain de la crise, je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin pour les plus vieux d'entre vous, il n'y en a pas beaucoup par moi, les queues devant l'équivalent de la NPE, des centaines de mètres. Ils avaient tout perdu, le lendemain ils retroussaient les manches pour retrouver du travail, pendant que nous on déprimait collectivement. Ça, Tocqueville l'avait déjà décrit, en disant ils ont ce goût du « allez, je ne suis pas une passionnarienne des États-Unis non plus, vous inquiétez pas, mais ça, c'était pour vous répondre, c'est une histoire de rapport à l'argent qui n'est pas sale aux États-Unis. La réussite matérielle n'est pas honteuse, au contraire, elle prouve une certaine forme d'intelligence. Et ce que je vais dire, je vais peut-être le regretter après, mais Trump, pour ça, a une vraie forme d'intelligence. C'est évident, que vous le vouliez ou non. Donc voilà. Donc les histoires des yachts, de l'Arabie Saoudite, bon, si quelques stars boycottent du coup les grands hôtels, très bien, c'est bien pour... mais c'est pas important pour eux. Ils s'en foutent en fait des affaires pénales de Trump. Je le dis, ça les intéresse pas. Évasion fiscale, ils vont répondre, mais alors, bon, il a bien fait. Il est plus intelligent que les autres. Voilà, ça les gêne pas trop ça. Il y a une main levée là-haut. Mais il est un peu loin du... Enfin, cela dit, je pense que je vous entendrai, monsieur. Ah oui, c'est pour l'enregistrement, pardon. Alors, bonsoir. Bonsoir. On a vu déjà que Bill Clinton, il a été accusé de parjure devant le Congrès et de mensonge même. Et est-ce que par exemple pour George Bush, qui est parti en Irak en disant oui, Saddam Hussein a des armes de destruction massive, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire la même chose en disant mensonge devant l'ONU, devant les Américains et tout ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un impeachment lui aussi? Oui, j'ai commencé par ça. Vous êtes arrivé un petit peu en retard peut-être? Ah ouais. Ben, dommage parce que j'ai passé même un clip du chanteur Neil Young, une chanson qui s'appelle Let's in Peace, le président, mais ce qui prouve que votre remarque est hautement pertinente, monsieur, parce que précisément, absolument. J'ai même commencé par dire que pour moi, s'il y avait un impeachment qui aurait vraiment été mérité dans l'histoire, c'est à l'encontre de George W. Bush qui dit avoir les preuves de destruction massive alors que c'était faux, avec toutes les conséquences que ça a eu en plus, la guerre en Irak, la création de pouvoirs, hypertrophié de la National Security Agency, etc. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous à 1000%. Mais pas une onde de déclenchement de procédure, puisque j'expliquais qu'à l'époque les États-Unis étaient traumatisés par les attaques terroristes, donc ils faisaient corps, quoi. Il y a un seul sénateur qui a voté contre le Patriot Act, qui est la loi la plus liberticide de l'histoire des démocraties. Un seul, Russell Fanghorn, qui du coup est devenu un peu le héros des mouvements libéraux, et c'est tout, après ils ont tous voté pour, hein. Et en tête, Clinton, Obama et compagnie, hein. Donc ils étaient vraiment traumatisés. À juste titre. Hein.
Je voulais savoir pourquoi, malgré toutes les sorties de Donald Trump, toutes les tensions géopolitiques qu'il crée, pourquoi il y a un soutien aussi indéfectible de la part des républicains envers sa personne en fait? Alors c'est pas envers sa personne, c'est parce que, c'est ce que j'ai dit mais vite fait, il y a une tradition de discipline partisane particulièrement forte chez les républicains, d'accord, d'une part. D'autre part, parce qu'ils partagent exactement les mêmes idéologies, la défense de la peine de mort, la volonté de restreindre l'avortement, la défense du port des armes, tout ça est extraordinairement important. Le cœur, les grands débats de société aux États-Unis, c'est juste ça, hein, l'avortement, la peine de mort, le port des armes. Et là-dessus, ils font bloc derrière leur champion, qui par ailleurs leur avait promis le plein emploi, et il est arrivé. Bon, pas d'un coup de baguette magique, c'est plus complexe que ça, et je suis nulle en économie, donc je me garderai bien d'essayer d'en faire avec vous, surtout devant les éco-droits, il y en a certains. Mais si vous voulez, voilà, c'est pour nous, il a rempli le contrat, quoi. Vous voyez, et par ailleurs, idéologiquement, ils sont exactement du même bord. Puis le seul moment de vraiment de tension très fort, c'est quand il a annoncé le retrait des troupes du nord de Syrie. Là, par contre, avec la guerre, les républicains avec ça, ils ne rigolent pas, quoi. C'est-à-dire non, on est engagé, on poursuit le combat. Mais sinon, non. Et puis ils ont toujours une discipline partisane beaucoup plus forte que les démocrates. Et puis parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres champions en vue non plus, hein, par ailleurs en ce moment. Remarquez, chez les démocrates non plus. Alors moi, ça me rassure en tant que Français. Hein, nous ne sommes pas les seuls à avoir aucune personne qui nous fasse rêver. Bonsoir. Après, oui. J'aurais deux petites questions pour la suite. En observant, on voit que la société américaine, avec Trump, elle est quasiment anesthésiée. Avant, on n'aurait pas pu accepter ces comportements. Il y avait une forme de bienséance et d'aseptisation de la vie politique. Même s'il y avait, surtout en période électorale, des vrais combats, des vraies insultes. Et est-ce que Trump, avec toute sa personnalité et le storytelling qui est autour de lui, est-ce qu'il ne serait pas construit par lui-même un champ de force? Je voudrais faire écho à la phrase qu'il dit justement, qu'il rappelle souvent, c'est qu'il dit que s'il va sur la 5e avenue et qu'il tire sur quelqu'un, il ne se passera rien. Est-ce que les gens y croient et ils se disent que surtout, avec ses tweets, avec ce qu'il peut dire, toutes les conneries qu'il peut raconter, est-ce que justement il n'a plus de responsabilité politique? C'est-à-dire que de toute manière, on sait très bien que s'il dit des conneries et qu'on lui dit pourquoi, il va dire écoutez, vous n'êtes juste pas d'accord avec moi et fake news, je suis et tutti quanti. Et deuxième question, aussi sur la suite, est-ce que justement vous faisiez référence à la discipline partisane? Est-ce que le parti républicain, là pour le moment ça se passe bien et qu'ils sont au pouvoir, est-ce que s'il ne va pas trop loin et qu'il y a encore cette discipline partisane, est-ce que c'est pas un prix trop cher s'il va trop loin et justement de peut-être ruiner le parti par la suite? Merci. Oui, merci monsieur. Alors pour la première question, attention précisément, politiquement il est protégé. Et Emmanuel Macron, quand il dit pour la conférence de presse suite à l'affaire Benalla, qui viennent me chercher, il sait très bien qu'on ne peut pas aller le chercher. Politiquement, il est irresponsable. Donc si vous voulez, Trump jouit de ça. Je pense que votre question avait plus attrait à l'ampleur médiatique, mais ça c'est général. Et là, je vais peut-être vous étonner, parce que souvent mes étudiants pensent que je suis ultra-libéral, ce que je suis pour les phénomènes de société. Par contre, je suis constitutionnaliste, donc pour moi la personne du président elle est sacrée. Vous voyez, on n'insulte pas Macron, encore moins sa femme. C'est le président français, tout comme Trump, quand même président des États-Unis, et en plus il a été élu quand même démocratiquement, d'accord? Donc si vous voulez, le problème est qu'avec cette Instagramisation, Twitterisation, etc., nos exécutifs dans le monde ne sont plus vraiment des personnes protégées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on a une personnalité encore un peu neutre, ça va. Mais regardez même François Hollande sur un scooter avec des croissants pour sa maîtresse et tout ça, détruit énormément, désacralise totalement la personne du président. Alors évidemment, quand on a un client comme Trump, là ça devient Louis. Bon là, je ne sais pas vraiment si je réponds à votre question, mais c'était plutôt une remarque. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a la conjonction de beaucoup de facteurs. Sa personnalité, la mondialisation, y compris médiatique, etc. Et pour la deuxième question, écoutez, je ne sais pas trop, je m'en souviens pas. Oui, je sais. Écoutez, ça, j'ai pas de prédiction parce que honnêtement, moi j'ai assisté en direct à des démocrates qui ont failli faire tomber Bill Clinton alors que c'est peut-être le président qui a le meilleur mandat, qui a le meilleur, pardonnez-moi, mandat, parce que l'un des meilleurs bilans de l'histoire des États-Unis, j'ai rien compris. Je me disais, mais pourquoi ils veulent faire tomber l'un des plus grands présidents des États-Unis élus? Et vraiment, enfin, je veux dire,
il a eu une grosse puissance sur la scène internationale, son bilan économique était vraiment très très bon, donc si vous voulez, là je suis pas assez experte en sciences politiques, je ne sais pas ce que deviendra le parti après lui, est-ce qu'il va lui infliger des stigmates durables, est-ce qu'au contraire les républicains vont se sentir plus forts dans cet aspect, ben oui, on est des gros réactionnaires et on aime ça, parce que quand vous parlez avec le Texan moyen, je peux vous dire qu'il est adulé aux États-Unis. Même s'il a eu moins de voix populaires, comme vous savez, que Hillary Clinton. Il a gagné au nombre de délégués. Mais ceci dit, bon voilà, c'est pas... Non. Le fait qu'il soit aussi injurieux, grossier, bon nous ça nous choque beaucoup, mais on a des lunettes très européennes, on est habitué un peu plus de discipline quand même, de tenue on va dire. Parce que nous sommes une ancienne monarchie quand même. Il n'y a encore pas si longtemps. Les États-Unis sont une république depuis 1787. Nous, en 1787, on n'avait même pas commencé à faire la révolution, quand même. Hein. Donc, il ne faut quand même pas oublier cette comparaison aussi historisée. Il y avait une question devant. Bonsoir. Je voulais savoir si vous pensiez qu'il y a aujourd'hui une figure dans le Parti démocrate qui pourrait faire face à Trump aux prochaines élections, ou si vous pensez que le parti est vraiment... trop morcelé idéologiquement entre quand même des socialistes très prononcés et des centristes qui certes mènent dans les sondages, certains sondages, mais quand même il se fait rattraper. Donc, ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une figure qui va savoir rassembler contre... Je ne crois pas, je crois que Trump est vraiment très populaire. Et par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous sur une chose, c'est que, comme je dis souvent à mes étudiants, ils sont tous à droite aux États-Unis. Vous dites qu'il y a des centristes, il y a des socialistes. Bah, c'est sûr que Bernie Sanders, pour nous, c'est un communiste dernier stade. Mais si vous voulez, je le disais pas plus tard que ce matin aux étudiants de L1 que quand vous prenez les programmes économiques, ils sont très très proches en réalité. Le clivage n'est pas partisan, encore une fois, il est idéologique. Vous êtes ou libéraux, ou libéral, ou conservateur. Mais foncièrement, il n'y a pas de grande différence. Alors, ils sont en train là, de faire les pré-primaires. Ce n'est pas les primaires, les vraies primaires, elles commencent en février de l'année de l'élection. Mais honnêtement, pour l'instant, non, pas d'image qui se détache. Je trouve que l'image de Trump écrase vraiment beaucoup les autres, quoi. Et chez les démocrates, non. Pour l'instant, je vois personne se dégager. Je suis ça de près. Et vraiment, non, c'est pas très concluant pour le moment. Oui, bonjour. Un étudiant anglais, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Alors, première année. D'abord, pour rebondir sur la dernière question, personnellement, moi je pense qu'en tant que candidat, après c'est mon opinion, que Andrew Yang, c'est un très bon candidat, parce que c'est le seul, et moi je suis depuis à peine 2 ans, mais tous les jours, comme si c'était chez moi. Ah, c'est bien. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais je sais très bien ce qui se passe c'est dramatique d'entendre ça. Mais il y a tellement d'infos, tous les jours, c'est comme un mois de politique en France, en fait, presque. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, c'est très médiatisé, beaucoup plus que chez nous. Oui, c'est sûr. Et monsieur Tocqueville avait déjà écrit, ils vivent politique et juridique toute la journée. C'est leur Bible, c'est la Constitution, leur passion, c'est la politique, leur sang, c'est le droit. D'accord, donc ils vivent ça au quotidien. Quand je vous disais que les Américains avaient pris des jours de congé pour suivre l'audition de Kavanaugh, vous imaginez, nous, un juge au Conseil constitutionnel auditionné par une commission parlementaire pour confirmer la nomination présidentielle. Non seulement tout le monde s'en fout, mais même vous qui êtes quand même des juristes pour certains aguerris, hein, j'ai même des doctorants, vous savez peut-être même plus qu'il faut qu'ils soient auditionnés par une commission parlementaire, quoi. Bon, donc oui, je vous comprends. Oui, le personnage que vous citez est intéressant, mais bon, voilà, il faut suivre, il y en a quand même beaucoup, et puis ils vont être de plus en plus nombreux, là, en réalité. Mais justement, avec Beto O'Rourke, qui a démissionné, qui a arrêté sa campagne cette semaine, oui. Alors qu'il a commencé sa campagne en disant Orange Man Bad, qui a fini sa campagne en disant Orange Man Bad, c'est un peu tout le parti démocrate. Oui, et en fait, ils sont en train de donner l'élection à Trump. Ils le donnent, et c'était le cas pour avant, sauf qu'il y avait un peu plus de nuances parce qu'il y avait Hillary Clinton. Oui, qui avait une certaine aura. Elle avait quand même une chance, mais bon, quand même. Mais elle représentait tout ce que les Américains n'aiment pas, l'establishment, c'est ça. Il y avait les conséquences de l'administration d'Obama qui ont joué beaucoup dans l'élection de Trump. Oui. Mais ma question, c'est par rapport, je voudrais bien une clarification par rapport à l'histoire de Joe Biden. Parce que tous les médias américains et les politiciens américains ont parlé
on dit que le problème, c'était pas qui demande au président d'Ukraine de rechercher dans son fils, parce qu'en effet, si le fils de Joe Biden, qui est en Ukraine, qui travaillait pour une organisation, une entreprise en Ukraine, oui, en entreprise en Ukraine. S'il a commis un délit et que le président dit va faire la justice, c'est pas contre la loi. Alors qu'il y avait un sous-entendu, et c'était ça le problème, et c'est pour ça que pendant des semaines on en a entendu parler. Est-ce qu'il sous-entendait qu'il allait arrêter le support militaire pour l'Ukraine s'il ne faisait pas d'investigation dans Joe Biden? Oui, c'est un peu clair quand on lit l'intégralité de la conversation téléphonique en fait. On comprend qu'il fait du chantage, vous voyez, à l'Ukraine, en disant, vous savez, les États-Unis vous ont toujours supporté, je me réjouis de ce qui arrive au procureur, mais ça serait bien qui. Donc vous avez tout à fait raison, en fait, ça je ne l'ai pas dit, vous avez raison de le souligner, il fait un véritable chantage à l'Ukraine, en disant, je vous conseille d'enquêter de plus près, parce qu'en réalité, vous aussi, vous êtes en tort dans cette histoire, quoi. Et donc il y a Trump fait un véritable chantage, oui. En demandant quand même à un homologue de demander un procureur d'eux. Enfin, vous voyez, on est en pleine confusion des pouvoirs. Après, est-ce que le transcript, il a été, est-ce qu'il est officiel maintenant? Parce que je sais, il y a une semaine, on n'était pas sûr si c'était des mémoires ou des souvenirs. A priori, oui, mais c'est toujours, ça a été publié par les médias, New York Times notamment. Et a priori, oui, parce que je l'ai trouvé sur le site du Congrès, de la House of Representatives. Donc a priori, c'est le bon transcript, comme vous dites. Bonsoir, Madame Mastor. Bonsoir. J'ai juste une question. Comment est-ce que vous traduisez l'attitude de Trump après l'affaire El-Baghdadi? Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie électorale de ce... Quand il dit il est mort comme un chien? Voilà. Toute l'attitude. Écoutez, non, c'est lui parce que... D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai eu une discussion avec des proches qui n'étaient pas choqués en disant mais c'est en gros, le président d'Al-Qaïda. Ouais, d'accord, mais tu es le président de la plus grande puissance mondiale. Tu fais pas... Alors, je la traduis comme je traduis bullshit ou chasse aux sorcières, ou que les femmes restent à la maison, ou attrape-moi par le sexe. On a vu ça aussi quand même au début. C'est pas du tout une stratégie. Il réagit comme il a toujours réagi. Il est mort comme un chien, comme un lâche, en se faisant exposer avec ses enfants. Mais voilà, je traduis rien. C'est du Trump, quoi. Enfin, c'est devenu quand même un style de gouvernance. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Je me dis qu'à un an des élections, il a peut-être poussé... Non, je crois pas. Non. Vous savez pourquoi? Vous ne mesurez pas le traumatisme des Américains suite aux attaques terroristes. Si on ne va pas aux États-Unis, on ne le mesure pas. Moi, j'étais aux États-Unis juste après. C'était vraiment... Enfin, je racontais ça il y a 2 secondes, enfin, il y a 1 heure à mes étudiants du Miel. La une du New York Times, c'était « Fight terror as if there were no rules ». Lutter contre la terreur comme s'il n'y avait plus de règles. Le New York Times, c'est quand même un journal libéral, vous voyez. Ils ont tous voté à l'unanimité le Patriot Act qui viole 8 amendements de la Constitution. Ils sont traumatisés par ça. Donc ça, que Trump dise il est mort comme un chien, je peux vous dire que dans les chaumières, la grande majorité des Américains y applaudit qu'il soit mort et que Trump ait dit il est mort comme un chien. Donc vous, ça vous choque, mais rapporté au traumatisme des États-Unis post-11 septembre, je crois que c'est pas contre-productif. Merci. Oui. Merci à tous encore. À Hugo, l'organisation. Donc j'essaierai, mes étudiants, en direct, de vous faire l'état de l'avancée